Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. Aujourd'hui, dans cette vidéo dédiée à Ansible, on va s'intéresser au fichier de configuration de Ansible, donc classiquement on l'appelle ansible.cfg. N'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter pour compléter. Là aujourd'hui on va pas rentrer dans des détails techniques poussés, on va juste la balayer, on va parler un petit peu performance en fin de vidéo, donc manquez pas ce petit volet là, on va essayer de faire vite et concis. Alors, on a plusieurs manières de passer de la configuration à Ansible, on a plusieurs éléments qui permettent de configurer Ansible, donc je vous l'ai dit, il y a le ansible.cfg, et puis bien sûr on a la ligne de commande lorsqu'on va exécuter des runs Ansible qui va nous permettre de définir également des éléments, à la fois des éléments qu'on va pouvoir setter dans le ansible.cfg, et puis d'autres éléments également. Alors, donc il y a beaucoup dans Ansible, il y a beaucoup d'éléments qu'on appelle de la précédence, c'est-à-dire des hiérarchies de choses. Donc on en parlera dans les variables. Je crois qu'au total, il y a 22 variables au total dans Ansible, les unes étant supérieures aux autres, etc. Donc une imbrication assez importante. C'est un petit peu quoi, c'est valable également pour le ansible.cfg, mais de manière beaucoup plus simple. Donc ce fichier qui permet de configurer la manière dont Ansible va se jouer, on a plusieurs manières de le définir. La manière qui va s'imposer à toutes les autres, on va pouvoir utiliser une variable d'environnement qui s'appelle ansible_config et qui, si vous settez cette variable-là, va s'imposer à toutes les autres. Dans cette variable, il va falloir setter l'endroit où se situe le ansible.cfg qui doit être pris en compte. Donc si vous avez vraiment un endroit où vous le stockez de manière custom, c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir vraiment l'indiquer. Si ce n'est pas dans les autres endroits qu'on va voir tout de suite. Donc si par exemple vous allez pouvoir mettre un ansible.cfg, sinon au plus proche du run Ansible, c'est-à-dire à l'endroit où se situe votre fichier de playbook. Donc si vous indiquez un ansible.cfg à cet endroit-là, c'est le deuxième qui vient juste après la variable d'environnement ansible config. Ensuite, l'autre élément, donc vous êtes un user Linux, et donc vous pouvez avoir aussi un ansible.cfg d'indiquer dans votre home, alors soit directement dans votre home, soit dans le répertoire.ansible de votre home, donc vous pouvez avoir un ansible.cfg à cet endroit-là. Et ensuite pour toute la machine, donc là bien sûr c'est rattaché à votre home, donc ça vous est rattaché spécifiquement, à la différence de l'élément qui va être, le ansible qui va être stocké à l'endroit où il y a le playbook, où tout le monde va, toute personne qui le fait tourner, si on est sur un serveur distant, bénéficiera de cette configuration. Si vous utilisez votre home, ça sera uniquement les paramètres de votre home et donc juste propre à votre utilisateur. Donc si vous voulez imposer des choses à un playbook au niveau de l'intégralité du serveur, sinon il vous reste classiquement etc, donc répertoire de configuration, ansible.cfg. Donc là ça va s'imposer de base à tous les runs Ansible qui vont être lancés à partir de la machine, et puis derrière vous allez pouvoir surcharger, soit parce que c'est des choses que vous avez spécifiquement à vous en tant qu'user, donc à ce moment là vaut mieux les spécifier dans votre home, soit sinon c'est spécifique à un playbook donné, donc à un run spécifique, et à ce moment là on va le faire dans le ansible.cfg, soit sinon c'est très custom, à ce moment là vous pouvez le spécifier dans la variable d'environnement ansible_config. Alors à quoi ça ressemble et quels sont les principes, quelques paramètres au niveau de ansible.cfg. Donc pour le retrouver, très simplement, vim/etc/ansible.cfg, toc, et là on retrouve donc ce fameux ansible.cfg où de base la plupart des éléments sont commentés, ils sont même tous commentés, avec donc le commentaire plus la valeur que peut prendre les choses, qui est la valeur par défaut de base. Donc là on va retrouver par exemple, on peut setter, donc on va en parler plus tard de l'inventory, mais on peut setter cet inventory, donc qui est la liste des serveurs sur lesquels vous allez faire runner votre Ansible. On peut le setter par défaut, et par défaut vous pouvez configurer le fichier dans etc ansible host,
et là c'est celui qui est pris en compte par défaut. Si vous voulez en setter un autre par défaut au niveau du serveur, nous on va voir, on va pas du tout se baser sur celui-ci qui est par défaut, on va fonctionner autrement. On va pas non plus aller le setter dans le ansible.cfg, on pourrait le faire mais on va pas le faire. Je vous expliquerai pourquoi principalement. Donc là le Ansible, l'inventory, voilà, par défaut il se situe à cet endroit-là. L'endroit où sont stockés les modules partagés, donc c'est la librairie. Les modules utiles, donc ça c'est encore un autre aspect. Ensuite on a la localisation, donc on va en parler brièvement tout à l'heure dans le tuning, mais la localisation des fichiers Python générés pour Ansible, donc pour René, donc que ce soit en remote ou en local, à quel endroit il va les situer, puisque bon, on va en parler brièvement tout à l'heure, on y reviendra de toute façon. Il faut que votre user Ansible ait les droits sur le répertoire pour pouvoir créer ces fichiers là. Donc il y a pas mal de choses, le fork on va également reparler, le sudo user, donc de quelle manière vous avez lancé Ansible, de quelle manière vous allez faire les élévations de privilèges. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Est-ce que on demande le password du sudo? Est-ce qu'on demande le password du SSH? De quelle manière on collecte des éléments qui s'appellent des gather facts? Donc ça on y reviendra, c'est des éléments, des variables que Ansible, quoi qu'il arrive, va collecter sur les machines, ou ne collecte pas, mais de base par défaut il va les collecter. L'endroit où se situent les rôles par défaut, nous on n'utilisera pas cet endroit là, mais vous pouvez le faire au niveau du serveur, c'est un bon moyen de partage. L'endroit où vont être stockés les logs de Ansible par exemple, et puis d'autres éléments possibles. Donc ça, vous le retrouvez hein, dans cette documentation Ansible qui est très très bien faite. Ensuite, on a, pour nous aider dans la ligne de commande, on a un binaire qui s'appelle Ansible config. On va zoomer un peu, Ansible -config. Voilà. Donc là, il prend plusieurs arguments en fait, soit le list, soit le dump, soit le view. Donc globalement, je vais récapituler ici. Le view, il permet quoi? Il permet de voir le fameux ansible.cfg qu'on a vu. Donc là, on va l'appeler directement par la ligne de commande et ça va nous permettre de voir à l'endroit où on se situe. Si on lance, on va voir l'inventory, l'Ansible CFG qui est pris en compte et les paramètres qui sont pris en compte dedans, donc sans se rendre dans le fichier. Donc ça, Ansible config, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde connaît parce qu'on l'apprend pas forcément lors de formation ou dans des livres, etc. On le voit pas forcément. Ensuite, on a le Ansible config list. Donc Ansible config list. Hop, voilà. Donc là, c'est quoi? Hop, il m'en manque là-dedans. Voilà. Hop. Donc Ansible config list, c'est la liste de tous les paramètres Ansible qu'on va pouvoir setter et à quels endroits on va pouvoir les setter. Donc là, on va retrouver, par exemple, si on prend, alors j'ai peut-être mis un exemple. Voilà, ici, Ansible SSH args. Donc Ansible SSH args, on va le revoir tout à l'heure. Ce qui permet de faire, c'est Ansible joue du SSH, mais on va pouvoir rajouter des commandes supplémentaires à ce SSH, de manière à pouvoir le tuner un petit peu, lui préciser des éléments, etc. Par exemple, si on a un rebond, etc. Donc là, derrière, on a une description de l'argument en question, hein, donc SSH args, de la variable en question. Ensuite, on nous indique au niveau des variables d'environnement quel est son nom. Donc voilà, on a Ansible _SSH _SSH args, et du coup, on va pouvoir le setter éventuellement par les variables d'environnement. Sinon, il nous indique et il nous dit, voilà, on peut le setter dans le init, donc le init, c'est en gros le ansible.cfg, et on va pouvoir le setter en lui passant la clé SSH _args, et ça va se situer dans la section SSH connection. Donc quand on regarde tout à l'heure notre ansible.cfg, on voit qu'on a des sections, hein, le default, on va le retrouver, hop. Décidément, à chaque fois je fais n'importe quoi. Hop, voilà. Donc si je fais un grep de quelque chose qui commence par ceci, regular. Voilà. Donc on a nos blocs hein, en fait. Hein. Donc le default, le inventory. On pourrait faire comme ceci, ça sera un petit peu plus
sympa, voilà. Donc le default, l'inventory, donc ça c'est tous nos blocs. Et du coup, ici, dans le Ansible list, on va retrouver, il va nous dire, voilà, ici ça se situe dans la section SSH Connection. Donc SSH Connection, on l'a ici, donc c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir spécifier le SSH args qu'on va jouer. Et là, par exemple, par défaut, c'est celui-ci qui est défini. Ensuite, on a la possibilité également donc de le setter dans le YAML, quoi, en fait, en format YAML, de cette manière-ci, donc la section l'argument en question. Alors, donc qu'est-ce que l'on a ensuite d'intéressant qui permet d'avoir un petit peu un tuning de ce fichier ansible.cfg, donc la petite configuration qui peut être un peu plus intéressante, en tout cas quelques pistes. On reviendra plus tard vraiment dans le tuning plus poussé avec des tests. Là, je vais vous le proposer. Après, c'est à vous de voir en fonction de vos cas de figure ce que vous voulez faire. Donc première chose, donc quand on se connecte en SSH à des serveurs, ce qui peut se passer, c'est qu'on ait la demande du fingerprint, en fait, donc du host key checking, où on nous demande de valider avec un IS pour pouvoir se connecter en SSH, d'accepter le fingerprint en question. Là, donc par défaut, si on a ça, Ansible, il va planter à chaque machine qui va lui demander ça aussi, il va vous sortir le prompt et ça va être très embêtant. Donc là, par défaut, vous pouvez dans la section default indiquer host key checking à false. Et ça, vous courez rien à le faire, on va dire. Ensuite, ce qui est possible de faire également, c'est, donc on verra des outputs de Ansible. Moi, j'utilise l'output callback whitelist avec profil à quoi, le callback en question, il s'appelle profil tasks et il permet pour chaque task Ansible d'avoir la durée de cette tâche et à la fin du run, il fait un récapitulatif de combien a duré, combien de temps a duré chaque task. Donc ça peut donner un ordre d'idée de où est-ce qu'on perd du temps, où est-ce qu'on gagne du temps et de voir peut-être des fois à de l'optimisation. Donc ça peut être sympa. Ensuite, un autre élément qui est intéressant, c'est le pipelining qui est par défaut à false, que vous pouvez utiliser à true, qui permet de gagner un petit peu de temps. Là, on n'est plus sur du tuning de temps en matière de performance, là on était plutôt sur du fonctionnel. Et qu'est-ce que ça propose? Donc quand on est à false au niveau du pipelining, donc quand on ne l'utilise pas, ce qui se passe, c'est que donc Ansible crée un fichier Python pour pouvoir exécuter les commandes en question. Il va créer le répertoire distant sur la machine pour pouvoir stocker ce fichier. Il va l'envoyer via SFTP ou SCP suivant les choix qui sont faits. Il va envoyer ce fichier Python sur le serveur distant. Il va runner le Python en question et il va récupérer le résultat qu'il va ramener. Donc ça, c'est le comportement par défaut avec un pipelining à false. Quand on passe avec un pipelining à true, ce qui se passe, donc, c'est que Ansible génère donc le fameux fichier Python, il l'envoie dans l'interpréteur Python qui est distant, donc suivant la version de Python, là c'est assez important, dans le std-in, bien sûr, pour pouvoir l'exécuter directement, et il récupère directement le std-out. Donc en fait, plutôt que d'avoir un fichier distant, il va envoyer les commandes dans l'interpréteur std-in de Python, et il va récupérer le std-out, ce qui fait que en termes de performance, on gagne pas mal de temps à le faire. Après, ça peut poser des problèmes, par exemple si vous avez des ruptures de connexion, ce genre de choses-là, ça peut poser des difficultés. Donc là, c'est des choix un petit peu à faire. Ensuite, en matière de performance, alors là, c'est la configuration par défaut, mais vous pouvez la pousser plus sur la persistance, etc. Donc là, par exemple, on va pouvoir jouer sur le SSH args. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir permettre, donc grâce au control master égale auto, donc ça, c'est une configuration SSH, là, c'est des options de SSH qu'on passe dans le SSH args. Et on va dire qu'on va partager, donc grâce au control master, on va partager plusieurs sessions pour une même connexion. Et puis, on va pouvoir jouer sur la persistance de la connexion. Donc, plutôt que de se dire, tiens, toutes les 60 secondes, on va dire, tiens, la connexion, elle va durer X temps, ce qui va permettre d'éviter tout le temps qu'on perd à se reconnecter. Donc, c'est-à-dire que SSH, à chaque fois, il va faire un échange avec le serveur pour dire, OK, est-ce qu'on est bien up pour se connecter ensemble, etc., etc. Donc ça, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai faite dans la playlist Notion pour expliquer ça. Ici, vous retrouvez une documentation aussi qui est très bien faite, qui l'explique aussi très bien. On va pouvoir aussi spécifier le mode d'identification. Donc plutôt que de laisser SSH
gamberger et de se dire ah est-ce que c'est du password, ah non c'est pas du password, ah est-ce que c'est autre chose, et puis à la fin est-ce que c'est une public key, ah oui c'est une public key donc je me connecte. Là on peut directement lui spécifier et lui dire ok, là ton identification préférée quoi, entre guillemets, ou en tout cas ta configuration par ta connexion par défaut SSH, elle va se faire par la public key, cherche pas, va directement à public key. Donc là ça permet aussi de gagner du temps. Ensuite, bah voilà, quand on est sur des stacks de serveurs plus importantes, on va pouvoir forker le process, et du coup ça veut dire qu'on va pouvoir paralléliser. Là en l'occurrence j'ai mis un forks égale 30, ça veut dire qu'on va pouvoir faire 30 serveurs à la fois avec Ansible. Alors 30 fois plus de risques, on verra les stratégies par rapport au déploiement, etc. Mais ça va permettre de travailler voilà, en parallèle plusieurs serveurs en même temps. Alors ensuite, là aussi on peut gagner beaucoup de temps, c'est l'aspect GatherFact. Donc les GatherFact, on y reviendra, mais qu'est-ce que c'est? C'est donc pour jouer Ansible, pour jouer un run Ansible, ce qu'il va faire par défaut, il va récupérer des informations de base du serveur pour setter des variables que vous allez pouvoir utiliser aussi à travers vos runs. Donc par exemple l'OS qui est utilisé, par exemple donc la version également de l'OS, les interfaces réseau, les IP, on va retrouver plein de choses. Donc je crois qu'il y en a pas loin de 200, enfin bon c'est un gros chiffre quoi, il y en a vraiment beaucoup. Et donc, de base, Ansible, avant de runner, de lancer son script sur le serveur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va d'abord récupérer ces fameux GatherFact. Donc ça demande un certain temps à récupérer l'ensemble de ces éléments, et donc on peut perdre du temps. Donc il existe plusieurs manières de simplifier cette collecte de GatherFact. D'une part, en collectant moins, ou là, si j'ai mis un GatherFact à no, j'en collecte absolument pas. Le fait de ne pas en collecter, attention, ça pose plein d'autres problèmes. Ça veut dire que par exemple, si vous voulez utiliser l'OS, par exemple, vous n'allez pas avoir la variable d'OS qui va être setée dans vos GatherFact. Si vous voulez utiliser le time au niveau du serveur, la variable de time, vous n'allez pas pouvoir non plus l'utiliser parce qu'elle va pas exister. Les interfaces non plus, etc., etc. Donc là, à utiliser avec précaution. L'autre niveau un petit peu intermédiaire qui peut être utilisé, c'est de se dire finalement mes GatherFact ils évoluent pas souvent. Et donc du coup je vais mettre en cache ces GatherFact. Donc une fois que je les ai collectés une fois, ils vont avoir une durée de vie. Et je vais les stocker par exemple ici dans un fichier en format JSON, et quand ils vont avoir expiré je vais les recollecter. Donc là c'est valable par serveur en plus. Je vais les recollecter, mais voilà, ils ont une durée de vie par exemple d'1 heure, et à ce moment là pendant cette heure je vais pas recollecter les GatherFact, donc je vais gagner beaucoup en performance. Le gros inconvénient, ça reste comme les GatherFact alors c'est pas comme les GatherFact à no, c'est on va avoir pendant 1 heure on va avoir un GatherFact qui ne va pas évoluer. Donc c'est à dire si je rajoute des interfaces, si j'utilise le time par exemple, tout ça ne va pas être à jour puisque ça va être en cache. Donc à bien réfléchir. L'autre, donc pour les gens qui veulent vraiment de la performance de ce côté-là des GatherFact, vous allez pouvoir stocker les GatherFact dans un Redis, une base de données dédiée à ça, donc pour faire vraiment du cache optimisé, on va dire. Éventuellement les réutiliser, ces GatherFact, on verra qu'on va pouvoir faire du pool en gros avec du Ansible pour pouvoir utiliser ces GatherFact et se faire une pseudo CMDB avec du HTML très simplement. On verra ça prochainement. Et puis, pour ceux qui veulent pousser un petit peu plus loin, vous pouvez aussi utiliser un outil qui s'appelle Mitogen, qui permet de tuner au maximum la parallélisation, le pipelining qui est fait à travers de Ansible et de SSH. Donc là, ça va vraiment permettre de paralléliser au maximum les sessions SSH. Donc là, quelque chose de très très sympa. Je l'ai déjà utilisé. Alors des fois on peut rencontrer des petits bugs avec. Globalement ça marche pas trop mal quand même, et on gagne aussi pas mal en performance à l'utiliser. Le cas ultime, c'est quoi? Quand on a vraiment besoin de performance, qu'on est sur des très très grosses infras, on va inverser la vapeur, c'est-à-dire que plutôt que d'utiliser du Ansible en push, Ansible permet de faire d'utiliser une commande qui s'appelle Ansible Pool, et lui qui inverse la chose. C'est-à-dire qu'en fait on va installer Ansible sur tous les serveurs, on va utiliser ce Ansible Pool qui en fin de compte revient à utiliser Ansible pour récupérer un dépôt Git qui va avoir tout ce qu'on va voir après, donc les modules, les tasks à jouer, et Ansible va jouer en localhost en gros ce run Ansible. Vous pouvez aussi le faire pour installer votre laptop, par exemple si vous avez un laptop sous Linux, très facilement vous allez pouvoir définir votre configuration
dans un dépôt Git avec votre Ansible dedans, donc l'installation de Vim, l'installation, je sais pas, moi j'utilise KDE OnLive, l'installation de VirtualBox et X choses vagrantes, Terraform, etc., etc. Et puis à ce moment-là, ce qui va se passer, vous changez de laptop, ce que vous faites, vous récupérez votre dépôt Git, vous le lancez. Vous installez votre Ansible, vous lancez votre Ansible et votre laptop va être configuré d'emblée comme il faut. Pour des professeurs, ça peut être aussi très sympa. Donc là, c'est vraiment un petit aparté, mais vous avez une salle de classe avec des Ubuntu, Xubuntu, voire même du Windows. On peut aussi installer sur du Windows. Et puis à ce moment-là, à distance, comme si c'était des serveurs, vous allez pouvoir installer à distance, avant de démarrer vos sessions avec vos élèves, les choses. Donc voilà. Alors l'inconvénient du Ansible Pool, c'est plus la récupération des outputs, etc. Donc ça, on verra ça un petit peu plus tard. Voilà, donc on a fait le tour très grossièrement, mais je pense de manière assez complète finalement, avec le tuning, etc. De cette configuration Ansible. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre des pouces bleus, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.